Bienvenue dans Le Juste Rythme, le podcast qui explore le cœur, le corps et la tête. Je suis Marion Béchade, une femme, une mère, une entrepreneuse passionnée, mais souvent débordée, en quête chaque jour d'un peu plus de sérénité. Un podcast pour se déculpabiliser et peut-être se donner une nouvelle impulsion. Cet épisode du podcast Le Juste Rythme est soutenu par l'Auberge Basque, un hôtel-restaurant, relais et châteaux. Un lieu unique au cœur du Pays Basque qui invite à ralentir, à se reconnecter à ses 5 sens et à prendre un temps pour soi. L'endroit parfait pour retrouver son juste rythme. Des murs sombres, une lumière douce, des lignes franches. Chez Isabelle Juy, le noir n'est pas triste. Il est gai, vivant, vibrant. Il raconte la force, la profondeur et la joie d'exister pleinement. Dans cet épisode avec Isabelle, il est question d'équilibre, de beauté et de cette lumière qu'on apprend à faire entrer, même dans les moments les plus durs. Architecte avec ses 2 studios, associée à son homme comme elle l'appelle, Isabelle bâtit des lieux comme on bâtit une vie, avec exigence, émotion et humanité. Son style, qu'on dit souvent masculin, cache en réalité une sensibilité immense, une douceur ancrée dans la matière. Mère de 2 enfants, la maternité lui a appris la patience. Une qualité qu'elle transpose aujourd'hui dans ses projets et dans sa manière d'être au monde. Quand la maladie est entrée dans son foyer, Isabelle a choisi le combat et une attitude positive. Pas celle de la peur, mais celui de la vie. Sa grand-mère, figure féministe et amie de Gisèle Halimi, lui a transmis le goût de la liberté et de l'engagement. Isabelle trouve aujourd'hui une autre forme d'engagement dans des associations comme les Restos du Cœur ou celle d'Olivier Goy, où elle offre de son temps et de sa présence. Ces rencontres nourrissent sa vie autant que ses créations. Dans cet épisode avec Isabelle, nous avons parlé de la place du collectif et d'humanité à remettre au centre de nos vies. Je vous laisse entrer dans ma conversation avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Marion. Bienvenue. Avant que nous commencions notre échange, je voulais savoir dans quelle énergie tu es. Extrêmement positive d'être avec toi. Un moment de relaxation, on va pouvoir parler. Je ne parle pas de boulot, enfin je vais t'expliquer mon boulot, mais en tout cas très détendu. Je trouve ça très agréable de faire une petite pause avec toi. Super. Alors c'est parti. Isabelle, tu es architecte d'intérieur, architecte DPLG. Ton parcours est jalonné de belles étapes. Après tes débuts auprès d'Yves Tarallon chez Hermès, puis chez Flamand, tu as choisi de créer ton propre atelier, l'atelier d'archi que tu diriges aujourd'hui avec ton mari, Mathieu. Une agence reconnue qui a remporté en 2022 le prix Paris Shop and Design pour l'espace culturel We Are. Tout à fait. Ton style, des espaces pensés dans les moindres détails, les matières, les lignes, dialoguent pour créer des lieux à la fois esthétiques et vivants. Mais il y a aussi une autre histoire, celle de la maternité. Devenir la maman d'Arsène et Maï t'a révélé autrement. Ça a donné une nouvelle dimension à ton rythme, à ton regard et sans doute peut-être à ta façon de concevoir les espaces. Tu es de celles qui prouvent qu'on peut allier exigence et sensibilité, carrière et vie de famille, création et transmission. Et c'est ce juste équilibre qui nous inspire aujourd'hui. Du coup, Isabelle, si tu devais me décrire ton rythme actuel en 3 mots, lesquels choisirais-tu ? Alors est-ce que je peux prendre un verbe ou est-ce que tu peux prendre tout ce que tu veux. Vivre à fond, être toujours en mouvement, mais savoir se poser et réfléchir pour accompagner au mieux mes clients. Et dans la vie perso ? Dans la vie perso, je suis exactement comme celle au boulot. Il n'y a que les moments de pause pendant les vacances où j'arrive à lâcher prise, mais le reste du temps, il faut que je maîtrise les choses, il faut que je cadre les choses et je les fais à fond et parfois un peu trop vite, mais en même temps, c'est ce qui me caractérise. J'aime bien avancer. Avancer, super. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir architecte ? Alors au départ, je voulais faire la FEMIS, qui est l'école de cinéma. Je voulais faire des décors de cinéma et théâtre. Depuis toute petite, j'adore faire des maisons de poupées, j'adore faire des cabanes, etc. Et donc je me suis dit que faire des décors de cinéma, faire rêver les gens avec les décors de cinéma, était un truc super. Et puis pour faire la FEMIS, il fallait un bac+2. J'ai essayé de regarder ce que je pouvais faire. J'ai vu qu'il existait des écoles d'archi que je ne connaissais pas et je suis rentrée à Paris-Malaquais. Et au lieu de faire 2 années de Paris-Malaquais, j'ai fait 6 ans. J'ai rencontré mon homme et je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'en parte et j'ai adoré mes études. Voilà. Et donc vous vous êtes rencontrés pendant vos études ? Tout à fait. Donc ça fait 29 ans. Waouh.
Comment est-ce que tu définirais ton style architectural? Beaucoup me disent que je suis extrêmement masculine, ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire que j'aime les choses, très cadrées, très rangées, très droites, des lignes assez pures. Je suis pas très déco, c'est-à-dire que j'aime les matières, j'aime, les différents textiles, j'aime, les couleurs, mais j'aime pas les motifs, par exemple. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir, beaucoup de motifs dans une architecture. Après, on a effectivement, comme tu le disais, alors on n'a pas une agence, mais on a 2 agences d'archi. On a une agence d'archi d'intérieur, l'atelier d'archi, une agence d'archi des PLG qui est Plugin Studio, celle où mon mari sévit. En fait, je sais plus ce que tu veux. C'est pas grave. Comment est-ce que tu définirais ton style Oui, architectural? donc j'ai un style très masculin, j'aime les textures, j'aime les matières, mais j'aime pas forcément la déco. Mais ça nous permet de faire des projets qui sont très variés. C'est-à-dire qu'on sait faire de l'hôtel particulier 18e, un manoir 16e, mais aussi une extension, une surélévation d'un immeuble de bureau en lamelles en cuivre extrêmement contemporaine. Et c'est ça que j'aime. En fait, j'aime m'adapter à mes clients plus que mes clients s'adaptent à eux. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les archis, et les clients et les maîtres d'ouvrage se ressemblent. Et pour moi, c'est vraiment vrai dans le sens où tu as 2 types d'archis et 2 types de clients. En fait, tu as les clients qui veulent un archi à la mode. Et donc, c'est hyper important d'avoir l'archi qui est en ce moment dans différents magazines de mode, etc. Et puis, il y a les clients qui veulent un archi qui se projette envers eux, qui essaie de trouver quel est dans leur fort intérieur, leur façon de vivre, leur motivation, comment ils ont envie de vivre un espace. Moi, je fais plus partie de cela. C'est-à-dire que j'ai pas de problème d'ego et j'ai pas l'impression de me soumettre à mon client, d'aller vers lui et de l'écouter. Au contraire, je fais jamais un projet pareil. C'est-à-dire que j'ai jamais tu regarderas sur mon site, etc., jamais un projet Qui se qui se ressemble. ressemble. Je peux avoir une ligne directrice, il y a des choses que j'aime Oui, oui, on reconnaît particulièrement. ta patte un petit peu dans Voilà. quand même tous tes projets, mais Exactement. ouais. Mais je n'ai pas un projet qui se ressemble parce que mon projet doit ressembler à mon client. Et autant on peut dire que l'habit ne fait pas le moine, j'adore dire cette expression, mais que montre-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. Et ça, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que faire un projet qui correspond à son client, c'est un truc essentiel. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je serais extrêmement déséquilibrée et ennuyée de vivre dans un lieu qui ne me correspond pas. Et en fait, quand tu rentres chez les gens, alors on nous dit pas en archi qu'il faut être un peu psy, qu'il faut être extrêmement sensible et humaine envers les gens, c'est-à-dire de voir quelle est la nature humaine de l'individu que tu as en face de toi pour essayer de faire au mieux l'endroit où il vivra. Parce que la maison, c'est la cabane, c'est Refuge. le refuge, exactement. Et donc, on a besoin. Alors, je te parle de la maison, mais parfois, on fait des bureaux. Et le bureau, c'est la même chose. On doit s'y sentir bien, on a envie On y d'avoir passe un tellement de espace. temps, ouais, carrément. Voilà, on a envie de s'y sentir bien. Et donc, je trouve ça extrêmement Du important. coup, humainement, il y a toute cette partie-là que du coup, tu n'as pas forcément appris à l'école, mais au fil Qu'on des apprend années. et que tu apprends au fil des années. Après, on n'a pas tous une sensibilité extrême. Je pense qu'effectivement, moi et Mathieu, on l'a et qui nous joue des tours parfois parce qu'on est extrêmement empathique, donc on se projette. Et puis les clients ont tendance, parce qu'on est extrêmement empathique, de vouloir se projeter. Et on n'a pas toujours envie d'être la meilleure copine, le copain ou je sais pas de nos clients, mais parfois si. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est des endroits dans lesquels ils se sentent le mieux possible, qui soient pas des endroits qui sont des copier-coller de ce qu'on a vu dans un magazine. Ils ont des références, ça c'est évident. C'est-à-dire que même si on les accompagne dans leurs souhaits les plus profonds, forcément on dessine un dressing, je sais le nombre de tiroirs, la cuisine, je sais exactement comment l'agencer parce que je vais la dessiner, les matériaux, etc. On les connaît bien. Enfin, on apprend à les connaître plus ou moins. Mais ce qui est très important, effectivement, c'est de les accompagner jusqu'au bout pour faire de leur cocon un endroit extrêmement reposant. Voilà. Ouais, où ils se sentent eux-mêmes. Oui, exactement, où ils se sentent eux-mêmes. Je ne sais pas faire d'archi à la mode. Voilà. Si vous m'écoutez, ne me prenez pas pour être une archi à la mode, je ne sais pas le faire. Voilà. C'est quoi ta plus belle fierté professionnelle? Alors, ça va être assez prétentieux. Ça va être mon appart, mais pour une raison extrêmement symbolique, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on a acheté 30 mètres carrés avec Mathieu. On a commencé à faire des petits travaux par nous-mêmes parce qu'on était, on était jeunes, on commençait la vie active, etc. Et du 30 mètres carrés, on est passé à 120 mètres carrés aujourd'hui. On a surélevé l'immeuble de 2 étages, on a acheté l'appart du dessous. On a fait une maison de poupée sur 4 niveaux et donc je pense que c'est l'un des endroits, parce que j'aime le montrer. J'aime le montrer pas parce que j'en suis fière, oui, mais j'aime surtout le montrer
pour montrer aux gens effectivement que dans des petits espaces, on peut trouver plein de choses extrêmement ingénieuses, en termes de rangement, en termes de verticalité. C'est-à-dire qu'un appart n'est pas forcément, quelque chose d'horizontal, ça peut être quelque chose de vertical. Nous, c'est des petits volumes de 30-32 mètres carrés les uns sur au-dessus des autres et je trouve que leur montrer qu'on peut recréer une histoire, c'est vrai que je suis assez neutre par exemple, dans les matériaux. C'est-à-dire que, quand, j'écris une histoire d'un lieu, que ça soit un appart, un hôtel, des bureaux. J'aime bien qu'il y ait un fil conducteur. Un fil conducteur qui me correspond peut-être pas forcément, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément des matières que je mettrais chez moi, mais en tout cas qui une histoire qui s'écrive avec ce fil qu'on voit sur chaque pièce, sur chaque niveau. J'aime pas du tout faire une pièce ethnique, une pièce moderne, etc. Et par exemple, chez moi, enfin chez nous plutôt, ce qu'on a fait avec Mathieu, on a du béton, du métal et du bois, et on a ça à tous les niveaux, ou même dans les chambres d'enfants. Alors après, dans les chambres d'enfants, il va y avoir un papier peint qui va être un peu plus ludique, il va y avoir un textile, des coussins, des accessoires. Mais l'architecture elle-même, comme elle s'écrit, euh, c'est un fil directeur et on arrive à retrouver. Et c'est ça qui donne aussi la sensation d'espace au lieu. Tu as des petits espaces, mais quand tu as un fil directeur, tu n'as pas l'impression de changer de lieu à chaque fois, et donc il y a une continuité, et donc tu as l'impression de volume. Donc je trouve que voilà, j'essaie de faire des maisons, des apparts, des bureaux, des hôtels avec des espèces de fils conducteurs qui correspondent surtout à mes maîtres d'ouvrage. Quelle est l'idée reçue la plus fréquente que tu entends sur le métier d'architecte? Alors il y en a deux. La première, c'est ça coûte cher. Souvent on dit on n'ose pas prendre un archi parce que ça coûte cher. Je pense que ça leur fait économiser de l'argent parce que suivre un chantier, c'est un enfer. Diriger des entreprises, c'est un enfer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi qu'on entend souvent dire, c'est oui, mais l'archi va nous diriger vers ce qu'il aime. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a deux types d'archi comme il y a deux types de clients. Vous voulez quoi? Vous voulez avoir un client, un archi qui vous aide à vous projeter et à essayer de faire au mieux un appart, une maison, des bureaux qui vous correspondent, ou vous voulez avoir une signature? Voilà, la signature, on sait que si on prend quelqu'un qui a une signature, on va la retrouver dans plusieurs apparts, plusieurs maisons, etc. Quand on sait qu'on prend qu'un archi qui essaye de se projeter en nous, qui essaye de nous accompagner, on aura quelque chose, un lieu plus unique. Ton métier, ça demande de la créativité, mais aussi de la rigueur, des délais serrés, d'être aussi en rapport avec les artisans, qui sont souvent des hommes d'ailleurs. Ouais. Tu me diras si je me trompe, mais comment est-ce que tu arrives à trouver ton rythme et à imposer ton rôle dans ce métier? Alors, le rôle féminin dans ce métier, j'ai jamais eu aucun problème, à part une fois en 15-20 ans. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai eu oui, des réflexions extrêmement misogynes. Mais sinon, j'ai pas du tout le sentiment, parce que je travaille avec des hommes. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, 99,9% des corps de métier sont masculins. Mais à partir du moment où ils ont quelqu'un en face d'eux qui est rigoureux, alors après on est deux, il y a Mathieu qui suit les chantiers, qui s'occupe aussi de l'appel d'offres, etc. Mais quand on est deux sur un chantier, il n'y a jamais quelqu'un qui me manque de respect, parce qu'il voit que je suis extrêmement carrée, extrêmement rigoureuse. Mes enfants diront que j'ai un petit côté psychorigide sur le rangement, sur le fait que si je ne maîtrise pas, ça m'angoisse. Donc il faut que je maîtrise les choses. Donc j'essaye de faire en sorte que le projet soit totalement décrit, le projet soit complètement dessiné. On a deux dessinateurs, Vincent et Damien à l'agence, qui dessinent extrêmement bien dans le moindre détail, où tu peux te promener en 3D. Si tu as envie de mettre un masque virtuel, tu peux même te promener en 3D. Donc les gens se promènent dans leur maison, dans leurs apparts et dans leurs bureaux en 3D, et donc il n'y a pas de découverte pour moi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que ils ont vu le projet, ils peuvent pas dire je connaissais pas, je savais pas, etc. Les entreprises, c'est exactement la même chose. On a des logiciels de suivi de chantier qui sont extrêmement performants, donc là-dessus, je trouve qu'on maîtrise très bien. Donc ça, c'est le côté rigoureux. Et le côté artistique, je ne sais pas, comme je te le disais tout à l'heure, faire deux projets qui se ressemblent. Et sans côté artistique, moi, ça me plairait pas. C'est ça qui me plaît dans ce métier-là. Donc, je trouve qu'allier les deux est extrêmement facile, et d'être une femme ne me pose aucun problème. Est-ce que tu as déjà refusé des projets? Oui. Pour quelle raison? Mais peut-être pas pour la bonne raison. Alors, j'ai refusé des projets pour deux raisons principales. Pas pour me laisser du temps, alors que ça devrait être une un bon des argument, raisons. Ouais. Ouais, exactement, ça devrait être un bon argument, parce qu'on n'a jamais assez de temps pour soi. Ça, c'est sûr et certain.
Mais j'ai refusé pour 2 raisons. La première raison, quand je ne sens pas les clients, parce qu'encore une fois, c'est un combo, un archi et un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre, donc les 2. C'est un vrai combo qui doit fonctionner. C'est-à-dire que quand tu fais un projet, tu le fais pas sur 3 semaines, tu le fais sur 4, 5, 6, 8 mois, 2 ans, enfin voilà. Et donc, si jamais humainement tu ne t'entends pas avec les gens, c'est impossible. Enfin, je veux dire, Ouais. il faut pas que ça soit une souffrance ni pour le client ni pour l'archi. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle j'ai pu refuser parce que je sentais pas du tout les clients. Et la deuxième raison, on prend pas trop de projets. Donc en fait, au-dessus de 7, 8 projets, on n'en prend pas. C'est-à-dire que je ne suis pas capable mentalement, je l'avoue, j'ai quelques faiblesses et oui, je ne peux pas au-dessus de 7 projets arriver à tout maîtriser étant donné qu'on fait absolument tout, du dessin à la conception, au conseil, au suivi de chantier, à l'appel d'offres, au suivi des entreprises, à l'achat alors on n'achète pas les matériaux, mais à l'achat du mobilier, à l'achat des accessoires. Je peux acheter la vaisselle, je peux acheter les draps, je peux acheter. Donc je ne peux pas. Il y a un moment où au-dessus de 7 projets, Non, il n'y a voilà, plus d'Isabelle. il n'y a plus d'Isabelle. Donc, Et cette limite de 7-8 projets, tu te l'es mise récemment ou tu te l'es mise, enfin, vous ça l'êtes fait mis assez longtemps, depuis je le pense début? que ouais, ça fait Ouais. 6 ou 7 années, ouais, justement. Je sais pas, il doit y avoir un truc dans le chiffre 7, je sais Ah, pas. Je me pose la question. Non, mais qui fait que voilà, je sais qu'au-dessus de ça, j'y arrive pas. Et les projets s'échelonnent de façon plutôt intelligente, enfin, et puis ça va de soi-même, c'est-à-dire qu'il y a des phases de projet qui sont dans la conception, d'autres dans le suivi de chantier, d'autres dans l'appel d'offres. Donc finalement, tout ça était plutôt fluide. Je me aperçois que si jamais j'en rajoute dans l'engrenage, ça va pas ça passer. marche pas. Donc, Du coup, vous travaillez tous les deux avec Mathieu. oui, Comment est-ce que c'est de travailler en couple? c'est génial. C'est-à-dire que les gens nous disent qu'on est fous. Alors, ça fait 29 ans qu'on vit Ouais, ensemble, ça se mais saurait. moi, oui, et toi? Ouais, bah, Ouais, je te pareil, pose ouais. pas la question. 19 ans. Voilà, donc ça fait 29 ans qu'on vit en couple et qu'on bosse ensemble. En fait, on est très complices au boulot, on est très complices dans la vie personnelle. On s'entend très très bien, on est à des phases de chantier différents. Mathieu va faire, quand on dépose un permis de construire, va faire une enveloppe. Moi, je vais créer ce qu'il y a dedans, je vais créer la déco qu'il y a dedans, je vais créer l'agencement des pièces qu'il y a dedans, toujours en parlant avec lui, évidemment. Et puis après, on va faire un appel d'offres, on va faire un suivi de chantier, il va être sur les chantiers, moi je vais être encore à l'agence, je vais l'accompagner quand il a besoin. C'est très fluide, ça passe très très bien. Et puis très honnêtement, le week-end et le soir, on essaie de vraiment parler d'autre chose. Et c'est facile ça ou pas de et parler c'est d'autre chose? C'est-à-dire que quand on est jeune, au début, on n'y arrive pas. Et puis après, pour être très honnête, il y a une espèce de lâcher prise, je sais pas, de sérénité qui arrive en toi et qui te dit finalement, on n'est pas en train d'opérer un môme à cœur ouvert, on n'est pas en terrain de guerre, on n'est pas à Gaza ou À Kiev. voilà, ou à Kiev, exactement. Et donc finalement, on fait juste des maisons et des apparts. Donc on va se détendre, hein, d'accord. Ça peut attendre demain. Avant, on répondait aux mails à 1h, 2h de matin. Ça nous arrive encore, parce qu'on sait sinon la liste de mails, voilà, mais on essaie d'avoir un temps pour nous et on y arrive très bien. Au début, tu as parlé de contrôle et maintenant, on a quand même parlé un petit peu de lâcher prise. Donc, est-ce que tu dirais que les années aident aussi à avoir ce lâcher prise? Tout à fait. Les années aident vraiment à avoir un lâcher prise. Et puis, il y a les années, et puis il y a un petit événement pas très drôle, mais je suis pas du tout là pour faire pleurer. Mais mon mât a un cancer, et donc il est très bien suivi, et voilà, il va s'en sortir, j'en suis sûre. Il a un moral d'acier. Mais ça te permet de réfléchir totalement différemment. C'est-à-dire qu'après, tu as des priorités qui sont plus du tout les mêmes. Un, c'est la santé, et deux, c'est les enfants. Et les enfants subissent déjà le boulot de papa et maman, parce que papa et maman travaillent à la maison. Parce que même si on ne fait pas du télétravail, on a un étage consacré à l'appart. Donc avant, on y allait tout le temps, le soir, le week-end, etc. Donc les enfants nous voient bosser tout le temps. Et donc je trouve ça important de savoir lâcher prise. Et on sait bien mieux le faire qu'on ne savait le faire avant. Voilà. Bon, tant mieux. Comment est-ce que tu vis la pression des délais? Encore une fois, je vais me répéter par rapport à ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'avant, je le vivais très mal. Est-ce qu'on va arriver à tenir nos délais? Mais finalement, on est tellement bien organisé. Alors, ça va sembler extrêmement prétentieux. Mais non. Et je ne suis pas du tout. Mais on est très bien organisé. On prépare tout en amont. On explique. On ne ment pas aux clients sur les délais des chantiers. Quand on leur dit c'est 6 mois, on sait qu'on arrivera dans les 6 mois.
ils peuvent pas être pris au dépourvu. Mm. Quand on a un problème sur des matériaux qui rentrent pas, on leur dit, etc. Je me mets pas la pression. La transparence aide à l'acceptation oui, aussi. je pense Ouais. que ça sert à rien de mentir. Ouais. Il suffit de dire les choses aux gens et Mm. les gens le comprennent. Et en fait, ça se passe plutôt bien, même, je dirais même très bien. On n'est jamais, je crois qu'on n'a jamais été vraiment en retard sur un chantier, vraiment. Donc, est-ce que tu trouves des espaces dans ta vie pour ralentir? Oui, j'en trouve. Alors, à la différence de beaucoup de femmes de mon âge, parce que j'ai 49 ans, qui font plein de sports et dont je suis totalement admirative, ça, je n'y arrive pas. Bon, voilà, tant pis pour moi, je vais m'y mettre. C'est-à-dire que ça m'arrive par saison, tu vois, ça m'arrive pendant 6 mois, voilà, et puis après, j'y arrive plus. Donc, je crois que j'arrête de faire du sport. Tu n'as peut-être pas encore trouvé ton sport. Je n'ai peut-être pas trouvé mon sport, voilà, exactement. J'ai écouté tes podcasts précédents et que j'ai trouvé très intéressant sur la nutrition. Voilà, je suis comme Camille et comme j'adore manger. Donc c'est un autre problème. Bon, mais non, je fais des grandes promenades avec mon chien. Mm. J'ai un chien, Moka. Et 3 fois par semaine, on va pendant 2 heures se promener. Donc je peux partir à 8h du mat et je reviens à 10h. Ou je peux partir à 8h et revenir à 9h. Enfin, ou me balader 1 heure, 2 heures avec elle. L'endroit de prédilection, c'est les Tuileries. On habite à Paris, on a une ville qui est magnifique. Regorge de parcs. Voilà. Alors les parcs sont pas tellement autorisés, mais les Tuileries, les contre-allées des Tuileries, les arts décoratifs sont tout à fait autorisés. Et j'ai un casque, j'écoute tes podcasts. Non mais c'est vrai, c'est ce que j'ai fait les 2 dernières séances. Voilà, je me promène avec mon chien. Je ne suis pas en train de faire de la course, je suis en train de marcher. C'est un vrai lâcher-prise. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Il y a aussi le fait d'écouter de la musique. J'ai besoin d'écouter de la musique pour me ressourcer le soir, quand je vais me coucher, etc. Et puis après, il y a les vacances. Et quand c'est les vacances, c'est un lâcher-prise total. Voilà. Et quel genre de musique t'écoutes qui te permet de... Alors, absolument tout, au même titre que, comme je le disais sur mes projets, c'est extrêmement éclectique. C'est-à-dire que je ne sais pas... m'enfouir sur sur un style de musique. J'adore le jazz, j'ai fait 10 ans de saxo, voilà. J'adore la musique classique pour m'apaiser, j'adore la bossa nova quand j'ai un peu plus la patate, j'adore la variété française. Selon l'humeur, quoi. Ça, voilà, selon l'humeur, j'ai besoin d'écouter quelque chose qui me correspond. Et est-ce que tu laisses de la place au silence? Le silence, il arrive souvent dans mes marches. C'est-à-dire effectivement, quand je suis avec Moka et que je me promène, quand je suis pas en train d'écouter un podcast, je suis en train d'écouter le bruit des feuilles et j'ai souvent aussi un appareil photo dans les mains parce que j'adore la photo. Oui, comme j'ai dû te le dire une fois, enfin voilà, je fais partie d'une fondation qui s'appelle Photo for Food, qui a été créée par Olivier et Virginie Loy, et on vend des photos pour les œuvres caritatives alimentaires. Et donc, je suis assez passionnée de photos et j'adore faire de la photo et j'adore, avec mon petit appareil, essayer de capter des moments de vie, etc. Et donc, c'est un moment de repos, de calme et j'entends pas ce qui se passe autour. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude à Paris et qui trouvent ça extrêmement bruyant, etc. En fait, tu t'y habitues très, très bien. Tu vois. Moi, j'habite en face d'une église. Les cloches sonnent. Tu les entends je plus. les entends absolument pas. Et donc, en fait, je sais faire abstraction de... Le bruit, voilà, je dors bien, je n'ai pas de bruit extérieur, etc. Mais... Et justement, est-ce que c'est lors de tes balades dans Paris, est-ce que ces moments de silence, est-ce que c'est le genre de choses qui nourrit ta créativité? Alors, ça peut être le genre de choses qui nourrit ma créativité, tout à fait. Parce qu'en faisant des photos, je m'aperçois que j'ai vu une matière, une couleur, quelque chose qui m'a plu. Ma créativité, je la nourris aussi à travers les salons d'archi, forcément, qui sont de moins en moins bien d'ailleurs. Voilà, les maisons objet me font un peu. Je crois que je vais plus beaucoup y aller. Enfin, je trouve pas vraiment de créativité dedans, mais j'y vais quand même. Après, il y a Milan qui est génial. Enfin bon, voilà, il y a plein de salons qui peuvent être une créativité. Il y a aussi l'échange avec mes confrères. Je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert. C'est-à-dire que quand j'ai trop de projets, j'en donne à mes confrères. Il n'y a pas de compète entre nous, vraiment pas. J'ai des copines archi que je trouve extrêmement douées en archi d'intérieur, à qui je peux donner des projets parce qu'elles savent faire autre chose que moi, que ce que je sais faire. Et je trouve ça très bien de pouvoir diriger nos maîtres d'ouvrage quand on n'a pas la place, pas le temps,
ou parce qu'on sent que c'est pas forcément le bon match et le bon feeling qui va passer avec eux, et donc les diriger vers d'autres confrères archi. Ça, je trouve ça très important. Donc oui, je m'inspire de la ville, mais je m'inspire aussi à travers les livres, parce que j'adore bouquiner des livres de photos, que ça soit de la photo artistique, la photo architecturale. J'adore aller au musée avec mes enfants. Alors, celui de 17 ans, Arsène, a un peu plus de mal à me suivre maintenant. Non pas parce qu'il aime pas, mais je pense que il est grand. Il est grand, voilà. Il a besoin d'un peu d'indépendance, mais surtout, il a tellement été dans les musées avec ses parents que il y a un moment, c'est plus difficile. La petite, elle adore ça. Donc, mais une expo, pas forcément d'archi. J'adore les expos sur la mode. Je trouve ça très important, sur les matières, etc. J'adore les expos photos. Enfin, il y a plein de choses qui me nourrissent. Qui te nourrissent. Voilà. Et puis, il y a les vacances aussi. J'allais dire. Ouais. Biarritz. Biarritz, j'adore aller à Biarritz, mais ça tu le sais, j'adore aller à Biarritz parce que j'adore l'océan et que c'est une des choses qui me manque énormément à Paris. J'adore me mettre face à l'océan et écouter l'océan. Là, c'est vraiment pour moi. Alors, il n'y a pas un calme parce que tu as toujours ce bruit, mais ce bruit qui te berce et qui te permet de te vider la tête. Donc, ça, oui, évidemment, ouais, j'adore les. Est-ce que tu as déjà eu ta créativité qui s'éteignait un petit peu pour une raison ou une autre? Oui, alors la raison principale, c'est quand tu as trop d'administratifs à faire et que quand pendant 3 semaines, tu es obligé de gérer les finances de ton chantier, que tu es obligé de gérer des problèmes, parce qu'il peut y avoir des problèmes, etc., sur des chantiers d'approvisionnement de matériaux, d'un menuisier, là, sur un chantier, un menuisier qui dépose le bilan. Et donc, il faut gérer. Et donc, ça fait que ça me bloque complètement. Alors, ça ne me bloque pas dans mon projet et dans l'accompagnement avec le client, mais dans la créativité. Donc, je laisse tomber la créativité à ce moment-là et je me mets à fond dans la gestion du problème. La gestion qu'il faut qu'elle soit absolument en mode urgence, quoi. Oui, exactement. Survie. Oui, survie. Ouais. Est-ce qu'il y a une matière, une couleur ou une lumière qui guide tes créations? Alors oui, tout à fait. C'est une petite anecdote, c'est quand notre fils était petit, bon, il a 17 ans maintenant, quand il avait 5-6 ans, il passait son temps à dire papa il casse tout, maman elle fait beau, et elle fait beau en noir, mais on n'est vraiment pas des gens tristes. Et je me souviens de cette phrase, il disait tout le temps ça, et oui, parce que maman aime beaucoup le noir. Voilà, et on voit dans beaucoup de mes projets, et à la fois c'est très compliqué à mettre du noir. Moi j'aime le noir parce que le noir ça reflète en fonction de son orientation, en fonction d'un veinage de bois, en fonction d'une texture, la matière est complètement différente. Là, on a fini un appart dans lequel j'ai mis une essence de bois extrêmement veinée et j'ai mis un mur gigantesque avec des formes géométriques de ce même bois dans des sens différents. Et donc, tu as la lumière qui s'accroche de façon complètement différente. Forcément, j'adore Soulage. Forcément, j'adore... oui, le noir, c'est un truc hyper important et c'est quelque chose qui m'apaise vraiment. C'est-à-dire que je ne trouve pas ça triste du tout. Encore une fois, je dis souvent aux gens, quand vous avez des intérieurs très peu lumineux, on peut apporter la lumière par de la lumière qui n'est pas naturelle, effectivement, mais il faut savoir que se réconforter dans un lieu apaisant qui peut être quelque chose de doux, et le doux, alors on dit doux, noir, ça correspond pas, mais pas du tout. On peut être dans un endroit qui est avec des textures de bois noir, des matières de lin, de velours, etc., dans les gris, dans les noirs, et on trouve ça extrêmement apaisant, extrêmement doux, tu vois, et pas du tout... Alors je sais faire du rose poudré, évidemment, quand on en a besoin, je sais faire, j'adore le vert aussi, mais ça va être des verts qui sont des verts très intenses. J'aime bien les couleurs intenses, en fait. Je trouve que Tu es une femme intense. Je sais pas si je suis une femme intense, mais j'aime bien les choses qui ont du caractère. Voilà. Et tu as du caractère, ok, ça marche. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un lieu qui t'a particulièrement marqué et que tu rêves de réinventer? Alors oui, tout à fait. J'ai un lieu qui m'a particulièrement marqué, c'est cet été, pendant nos vacances. On a fait un road trip où on est parti de Paris en voiture électrique. Et nous sommes allés en Grèce. Et on a traversé l'Italie et on a fait Naples, Pompéi, Rome. Et je crois que l'endroit qui m'a le plus époustouflé vraiment, et j'en garderai un souvenir inoubliable, c'est Pompéi.
Pompéi, j'ai jamais vécu une sensation comme ça dans une ville où tu as encore des trésors qui sont des mosaïques intactes, où tu as des peintures murales avec des couleurs et des matières complètement hallucinantes, où tu as justement une pièce entièrement noire avec une peinture complètement délavée qui est encore existante de l'époque, avec des mosaïques au sol, avec des volumes. En fait, j'ai absolument tout aimé. Et d'ailleurs, alors c'est pas depuis, mais j'ai une colonne corinthienne avec écrit Ami depuis 2 ans. Et Pompéi est gravé là parce que j'ai retrouvé cette colonne à Pompéi. Et je me suis dit, c'est complètement dingue que je me retrouve ici, à Pompéi. Quand j'y étais, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est un truc bizarre, tu vois. Je suis réincarnée. Ouais. Non, mais et ton tatouage, tu l'avais fait il y a 2 ans, et c'était quoi la raison? Le tatouage Ami, A2MI, A c'est Arsène, M c'est May, c'est le nom donc, de mes enfants, Mathieu et Isabelle. Et la colonne, pour moi, c'est le pilier de la famille. J'avais l'impression d'être là et d'être résistante. Il manque le bas de la colonne, mais un jour, peut-être que mon homme se la fera tatouer. Voilà. Et le haut, qui est la colonne corinthienne, qui est celle qui est la colonne un peu la plus sophistiquée, avec des feuilles d'acanthe, etc. Je trouve me correspond assez bien. C'est-à-dire que j'ai un côté un peu rigide de la colonne, mais à la fois j'aime le dessin, j'aime la déco, j'aime la finesse, etc. Et d'ailleurs, Astrée, si tu nous regardes, celle qui m'a tatoué ça, a mis 6h30 pour le tatouer. Et il l'a fait extrêmement bien. Voilà. Mais ça me correspond tout à fait. C'est-à-dire que ce côté un peu précieux, mais un peu délicat, sans être trop féminin. Voilà, tout toi. Ça me va bien. Voilà, je sais pas être très très féminine, encore une fois. Mais à ta façon. À ma façon. Est-ce que si tu pouvais t'offrir, je sais pas si tu connais l'expression de Virginia Woolf, une chambre à soi. Si toi, tu avais ton espace idéal, rien que pour toi, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Mon espace idéal, il faut que ça soit un lieu de rencontre. J'ai toujours rêvé avoir une deuxième vie, peut-être qu'un jour. On ne sait pas. On ne sait pas. J'aimerais, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de moyens. J'adorerais avoir, donc j'habite le 9e et je travaille dans le 9e, j'adorerais dans le 9e avoir un petit hôtel particulier pour en faire un lieu philanthropique, où à la fois on puisse avoir des photos, on puisse avoir des œuvres d'art, on puisse y dormir, on puisse y manger, on puisse accueillir des gens qui sont dans une grande précarité, ce qu'on fait avec Virginie et Olivier, avec Photo for Food aussi, où il y a des déjeuners solidaires, etc. L'échange est ultra important pour moi. Et aider, j'ai fait pendant 4 ans les Restos du Cœur et j'ai trouvé ça absolument formidable. J'ai arrêté parce qu'on a non pas soucis, mais après d'autres priorités. D'autres priorités, exactement. Mais j'ai trouvé ça formidable, l'échange. J'ai vraiment besoin d'échange. Je suis totalement incapable. Si tu me dis va vivre sur une île déserte, j'en suis totalement incapable parce que j'ai besoin de parler avec les gens. J'ai besoin d'échanger avec les gens. C'est eux qui me nourrissent aussi, tu vois. Quel que soit l'univers dans lequel ils vivent, quel que soit le mode de pensée, j'ai aucun problème à parler avec des gens qui ont des avis politiques extrêmement opposés. J'ai aucun problème. Après, j'ai mon avis propre, bien sûr, évidemment. Oui. Je ne suis pas éteinte. J'ai une capacité, mais j'ai une capacité à entendre d'autres points de vue. Quoi, à entendre d'autres points de vue, à les écouter et à essayer de comprendre en fait le raisonnement et pourquoi ils sont venus là. Peut-être par des formations, essayer de les pousser quand même parfois à se dire là, tu n'es pas forcément sur le bon chemin. Non, mais voilà, l'endroit idéal, c'est un lieu philanthropique, un lieu d'art. Je ne le ferai, je pense, jamais, mais en tout cas, c'est un endroit où on s'y sent bien comme à la maison et faire profiter au plus grand nombre. Les jours des déjeuners solidaires, on leur fait visiter une expo. Et tu les vois émerveillés parce qu'ils ne vont pas voir des expos, ils ne savent pas ce que c'est. Et l'ouverture d'esprit qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent apporter, et ce regard un peu pétillant comme peuvent avoir les enfants et qu'ont plus forcément les adultes quand ils regardent des choses comme ça, je trouve ça assez formidable. L'émerveillement, quoi. Tout à fait. Ouais. Ce qui nous manque. Exactement. En tant qu'adulte, on l'a un petit peu moins. On l'a perdu.
Quel prix est-ce que tu refuses de payer aujourd'hui pour réussir? La santé physique au boulot, c'est Mm. que je dois m'accorder du temps. Tu vois, il n'y a pas énormément de charrettes à l'agence. Alors en archi, on parle de charrettes, c'est quand à l'époque on bossait comme des dingues. Mm. Et jusqu'à n'en plus finir, les gens qui travaillent pour nous, à 18 h, ils peuvent partir en fait, parce qu'ils ont le droit d'avoir une vie et bon, ils ont le droit d'avoir une famille, ils ont le droit d'avoir des potes, ils ont le droit de sortir, etc. Et donc je trouve ça important. Moi, si j'ai envie de m'y remettre après, Ça te une fois regarde, que les quoi. enfants Ouais. sont couchés, voilà. J'ai pas envie d'abîmer ma santé physique, mais j'ai pas envie d'abîmer non plus ma santé mentale au boulot. Donc je suis pas prêt à. Et puis je suis pas prêt à bosser comme une folle. Je pense que je bosse plus de 50 heures par semaine. Je pense que c'est déjà bien. Voilà, et parfois plus et parfois moins. Mais en moyenne, je pense que c'est ça. Je pense que ça va. Et puis, je suis pas prête non plus à laisser ma santé mentale. C'est-à-dire que je veux prendre le temps je veux prendre le temps de réfléchir aux choses. J'ai pas envie d'être. C'est dur à dire, hein, c'est pas simple à faire, mais j'ai pas envie d'être dans le compromis. J'ai envie encore une fois, que la créativité, elle soit au cœur de mon projet, au cœur du projet de mes clients, et donc pas laisser ça de côté en disant allez, vas-y, fais un copier-coller de ce qu'on a fait chez machin, et puis ça ira très bien. J'essaye au mieux de ne pas être comme ça, et ce que j'arrive à faire, hein, même plutôt bien. Et avec quelle valeur, du coup, quand tu commences un projet, ou même dans votre entreprise, quelles valeurs sont déterminantes pour vous? J'ai envie de te dire la valeur humaine et la valeur de partage, mais à la fois, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que, est-ce que si tu as un dictateur libyen qui vient te voir pour faire un superbe projet, t'acceptes ou pas? Grande question. Est-ce que si tu as des gens qui sont d'un avis très très tranché sur un projet qui sont pas du tout tes valeurs, etc., est-ce que tu acceptes? Voilà. Tout ça, c'est un peu compliqué parce qu'à la fois C'est déjà arrivé? D'accepter. Alors, je n'ai pas eu de dictateur libyen encore, mais non, je sais sur quoi je serais capable de dire non, et sur quoi, parce que j'ai un fondement, il y a des valeurs humaines que j'essaie d'inculquer à mes enfants, et donc que j'essaye non pas d'inculquer qu'à mes enfants, mais à moi-même aussi. La notion, encore une fois, de partage, la notion de respect, la notion de très très important de respecter la différence, et c'est pour ça que je dis et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que j'essaye et j'y arrive plutôt bien là-dessus, de montrer à mes enfants que tu as beau être grand, petit, gros, maigre, handicapé, il n'y a pas de différence en fait. Et mon fils a eu une chance de dingue. Il a été dans une crèche avec plus de 60% d'enfants handicapés. Et ça lui a permis d'avoir une ouverture d'esprit de dingue. Mais quand je dis de dingue, c'est-à-dire que, bon, tu vois, pas très objectif, c'est des enfants. Mais j'ai un fils qui est extrêmement ouvert aux autres, quel que soit ton milieu social, comme un espèce de petit poisson, tac, tac, tac. Il sait aller un peu partout, ça se passe toujours très bien, il respecte beaucoup les autres, et ça, je trouve ça absolument génial. La différence sur le handicap, ce n'est pas un problème, mais tout ça, je trouve, nourrit en fait le projet. Et je leur apprends. Ma fille, c'est la même chose. Alors, elle est ultra empathique, donc elle va essayer d'aider la terre entière. Si on pouvait aider tous les chiens de la rue. Oui, mais surtout aussi tous les humains. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas, elle peut, un enfant handicapé, le prendre par la main et aller jouer avec lui. Il n'y a aucune différence. Enfin voilà. Et c'est extrêmement important pour moi de leur avoir inculqué ces valeurs-là. Et je pense que ça se voit aussi dans les projets. C'est-à-dire que on est tous différents. Je ne vais pas essayer de calquer ma façon de vivre sur mes clients. Je vais essayer de prendre un peu de ce qu'ils ont et d'essayer de voir comment faire au mieux pour qu'encore une fois, ce fil directeur et cette histoire se racontent. Et c'est ça que je trouve important. Après, je mets de côté, il y a des choses... j'enfouis un peu en moi, sur lesquelles je suis pas tellement d'accord et sur lesquelles mais en même temps, je le dis, je suis pas quelqu'un du tout qui ne dit pas les choses.
sacré caractère, c'est comme ça qu'on Un dit? franc-parler. Je sais pas, un fort caractère. J'ai un fort caractère et donc je peux dire aux gens, voilà, là-dessus, je ne suis pas d'accord, je ne le vois pas comme ça, mais c'est vous qui allez vivre chez vous, c'est pas moi. Et donc, si vous pensez que c'est le mieux pour vous, on y va. Et Il puis, tranchera. et à un moment, il faut trancher. Je change un peu de sujet. Super. Comment la maternité a-t-elle transformé ta vie? Je ne sais pas s'il y a une mère qui dirait que la maternité n'a pas transformé sa vie, dans le sens où je pense que je suis beaucoup plus patiente qu'avant. Et donc, ça transforme ma vie au quotidien avec mes clients. C'est-à-dire qu'avant, j'étais extrêmement impulsive, j'étais extrêmement vindicative sur plein de choses, etc. Je le suis beaucoup moins, je pense que je suis beaucoup plus posée qu'avant. Et puis, j'apprends à aimer ce qui est un peu féminin, parce que j'ai une fille, donc j'ai un garçon. J'ai essayé de l'habiller en rose, mais il y a un moment, il m'a dit maintenant on arrête, pour essayer d'aller vers le féminin. Non, je rigole quand je parle de rose, mais j'essaye d'être un peu plus sophistiquée. Ma fille me l'apprend, mes enfants me l'apprennent aussi. J'ai essayé de voir comment faire des chambres d'enfants originales, et j'ai toujours fait des lits cabanes à mes enfants, dessinés sur mesure. J'ai toujours fait dans mes projets ce type de lit où tu as une cabane où tu rentres, tu as des échelles, tu as des trucs dérobés, etc. Je trouve que l'univers de l'enfant, ça t'apprend plein de choses, hein, en fait, et surtout la patience. Mais ça t'apprend aussi qu'il y a des choses sur lesquelles il faut arrêter de les faire grandir. On vit dans un monde, ça n'a rien à voir avec l'archi, mais on vit dans un monde où on essaie de les faire grandir très très vite. C'est-à-dire que nous, à notre époque, nos parents ne faisaient pas participer à la vie du quotidien. Et aujourd'hui, nos enfants participent à la vie. À tout. Ouais. Voilà, tu vois. Donc en fait, entre les réseaux sociaux qu'on essaye de limiter, mais auxquels ils ont accès, entre les informations, entre la vie politique, entre la vie du quotidien, etc., ils grandissent très 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 vite. Et finalement, je trouve ça important que parfois on se reconcentre sur ce qu'ils sont et qu'ils nous apprennent leurs petites blagues qui te font rire, non mais ces petites choses un peu innocentes qui, je trouve, te permettent aussi, nous, dans notre métier d'archi, de se dire, finalement, faire une chambre d'enfant, faire un lieu de vie un peu adapté aux enfants est quelque chose de plutôt sain. Par contre, l'enfant ne gère pas l'intégralité de la maison. C'est-à-dire que autant je ne sais pas faire des appartes qui sont des appartes à photographier dans les magazines, mais des appartes qui ne sont pas des appartes à vivre, ça je ne sais pas le faire. On a eu la chance d'avoir beaucoup de reportages sur votre appartement. Ouais, sur notre appart ou sur des appartements qu'on a déjà fait ou des maisons, etc. Je ne sais pas faire un appartement absolument neutre dans lequel rien ne dépasse. Instagrammable, quoi. Hyper Instagrammable, ça je ne sais pas le faire parce que j'estime que, quand c'est le cas, il y a des enfants qui vont y vivre, il faut que les choses soient faciles, il faut que les choses soient fonctionnelles, voilà. Mais je n'aime pas, et c'est ce qui se passe chez nous, je n'aime pas que les pièces de vie soient envahies par les jouets, ça je ne supporte pas, ou qu'on voit qu'il y a des enfants qui vivent dans cet appart, leur chambre c'est leur chambre, ils ont leur espace à eux. Effectivement, il faut que dans le reste des espaces, ça soit des choses qui soient pratiques à vivre, des choses fonctionnelles, des choses je sais pas quoi, des matériaux que tu puisses nettoyer, etc. Mais en même temps, qu'il n'y ait pas la place de l'enfance dans chacun sa place. Je crois que c'est mon côté un peu réac. En fait, finalement, les enfants ont chacun leur côté et pas trop dans le côté des adultes. Mais bon, mais c'est important de les écouter. Ouais, c'est quand même important de les écouter. Est-ce que tu dirais que la maternité t'a révélé? Je pense qu'elle a décuplé mon côté sensible. Parce que autant je peux être très forte au boulot, ça m'est arrivé de craquer, mais comme tout le monde, hein, enfin je crois que... Mais autant je peux être très forte au boulot, autant je pense que je le suis beaucoup moins avec mes enfants. C'est-à-dire que j'ai un côté d'éducation assez rigide, comme il dirait. C'est-à-dire que je veux que mes enfants soient bien élevés, bien éduqués, je veux qu'ils soient extrêmement respectueux des autres, etc.
Mais c'est un peu cool quand même chez nous. C'est-à-dire que, tu vois, mon fils travaille très très bien, il est en terminale. S'il a envie de rentrer à 4h du mat le week-end, il n'y a pas de problème. Voilà. Et alors, il y a des parents qui me disent que je suis complètement dingue. Il est hyper bon, il a 17,80 de moyenne générale. Je vois pas pourquoi j'irais l'ennuyer, etc. à être. Par contre, ouais, il est géolocalisé. Alors ça choque beaucoup de gens, mais j'ai besoin de savoir où il est. Si jamais j'ai une crise d'angoisse, j'en sais rien. En tout cas, il y a une vraie liberté qu'il aurait laissée, et ça, je trouve ça vraiment important. Et c'est eux qui me l'ont appris, hein, c'est les enfants. Voilà. Donc il y a un espèce de lâcher prise. Ils me permettent de lâcher prise, ce que je faisais pas forcément. Ils nous obligent en fait. Ils nous obligent exactement. Sinon c'est l'angoisse tout le temps. Oui. Et ça c'est pas possible. Mais ouais, c'est ce lâcher prise. Qui t'ont appris finalement. Qui m'ont appris le lâcher prise. Ils m'ont appris le lâcher prise. Ouais. Mais c'est génial d'être parent. C'est absolument génial. Et en fait c'est génial de pas se regarder le nombril. J'ai envie de te dire. Tu as 49 ans. Tout à fait. Est-ce que c'est un âge charnière? Pas du tout, j'ai l'impression d'en avoir 30. Donc en fait, j'ai envie de te dire que je ne sais pas que j'ai 49 ans. D'ailleurs, personne ne sait que j'ai 49 ans, sauf depuis que tu viens de le dire. Quand tu l'avais dit tout à l'heure. Je mens sur mon âge depuis des années. Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout le sentiment d'approcher la cinquantaine. Pas du tout. Je pense que vraiment, c'est ce que tu as dans la tête, en fait. Et voilà. Je mange sain, oui, je ne fais pas de sport, ça c'est pas très bien, mais je me sens très très bien. Je ne mets pas des crèmes le matin et les soirs et machin. Je me sens très très bien à 49 ans. Mais t'es très belle. Bon. Et à 49 ans, qu'est-ce que tu sais de toi que tu ignorais à 30 ans, par exemple? Qu'est-ce que je sais de moi que j'ignorais à 30 ans? On va recommencer sur cette histoire de lâcher prise et d'être beaucoup plus en accord et beaucoup plus ouverte sur les autres. Je pense qu'à 30 ans, j'étais beaucoup plus égocentrée. J'avais peut-être un besoin de reconnaissance envers mes maîtres d'ouvrage. Et plus le temps passe, plus j'ai dit à mon homme, tu sais quoi, la reconnaissance, on va l'avoir sur certains clients parce qu'on les voit vraiment satisfaits, heureux d'être chez eux. Finalement, on va arrêter de courir après la reconnaissance, on va pas refaire le monde, on va pas refaire l'éducation qu'on a eue de nos parents, etc. Et finalement, le plus beau cadeau, c'est de voir nos clients heureux chez eux. Et quand on voit même qu'un sur 7 projets dans l'année qui tournent, ça suffit. Ça suffit, en fait. C'est bien. Et cette reconnaissance, à 30 ans et à presque 50 ans, la différence entre toi, la femme que tu es, Isabelle, entre 30 et 50 ans, tu dirais que c'est quoi la grosse différence? Je suis beaucoup plus sereine, en fait. Alors, ça va être peut-être prétentieux de dire ça, mais en fait, j'ai aucun problème d'ego, en fait. Je suis jamais en train de me dire... je trouve que dans mon boulot, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux apporter à mes clients. Je suis encore une fois dans la discussion, donc je suis tout à fait capable d'être ouverte à une discussion sur quelque chose que je voyais de telle façon et les clients le voient d'une autre façon. Et on va essayer de s'arranger à faire en sorte que leur vision, parce que encore une fois, c'est eux qui vont vivre chez eux, c'est pas moi, leur vision de ce qu'ils veulent et la mienne puisse matcher, et de pas laisser complètement de côté ma vision. Mais j'ai pas, j'ai vraiment, alors ça paraît très prétentieux de dire qu'on n'a pas de problème non, d'ego. Pas du tout. Mais après, ma question, c'était plus sur pas la partie pro, c'était plus la partie perso. Si toi, en tant que femme, je me sens bien, en fait. Tu te sens bien, ouais, alignée. Je me sens mais ça se ressent. Je me sens complètement alignée. Encore une fois, quand je te dis que j'ai l'impression d'avoir 30 ans, j'aimerais pas revenir avec l'Isabelle d'il y a 30 ans, parce qu'elle était beaucoup moins sûre d'elle, elle était beaucoup moins... Mais là, aujourd'hui, il y a une expression qu'on aime bien dire avec Mathieu, avec mon homme, c'est « ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort ». Et ben, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend des agréments de chantier, des gens qui vont te mettre en procès, etc. Et en fait, tout ça fait que ça t'enrichit. Et tu vis les choses de façon beaucoup plus sereine. Enfin, tu vois, tu es beaucoup plus détendu, beaucoup plus... les critiques, on peut les prendre... si c'est constructif. Si c'est constructif, mais aussi bien perso que boulot. C'est-à-dire que y a des copains qui me disent tu passes ton temps
Tu passes ton temps à défendre des causes, etc. Est-ce que c'est si important que ça pour toi, etc. Bah oui, c'est important. Voilà. Olivier Virginie avec la fondation. Olivier aujourd'hui est assez médiatique parce qu'il a la maladie de Charcot et donc il essaye de lever des fonds pour l'Institut du cerveau et il le sait, je serai toujours là. Voilà, c'est mon grand frère d'adoption, je sais pas, Virginie, c'est mon ange gardien et on sera toujours là. Et je trouve ça tellement important d'aider les autres. Tu vois, le week-end dernier, j'étais avec eux, on faisait une séance photo au Drugstore Publicis. J'ai vu des gens qui avaient la maladie de Charcot, des gens dont la famille était le père, la mère, la sœur, etc. Il y avait une humanité et un échange. Enfin, j'étais un rayon de soleil pour eux, ils l'étaient pour moi. C'est-à-dire que c'est peut-être que j'étais lumineuse parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ça, mais parce qu'ils étaient là. Parce que si j'étais restée dans mon appart, je sais pas quoi, à faire autre chose, je l'aurais pas été. Et là, ces gens m'ont apporté une espèce d'humanité. Alors, on a à la fois pleuré et rigolé, on a échangé, et j'ai trouvé ça formidable. Voilà. Je ne me vois pas me construire autrement que à travers aussi, en aidant les autres. Je sais pas. Et mon boulot, j'ai l'impression que ça c'est dans ma vie perso, puisque c'est pas mon boulot d'essayer de lever des fonds pour l'Institut du cerveau, pour Olivier de la fondation, etc. Mais c'est aussi dans ma vie de boulot où je me dis que si tu ne sais pas t'ouvrir aux autres, tu finis par être dans des espèces de carcans complètement renfermés et tu n'apprends rien de personne. Et ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt de vivre sans les autres. Si tu devais me donner une image ou une métaphore de ton juste rythme aujourd'hui, laquelle choisirais-tu ? Être en mouvement. J'ai trouvé ça très beau parce qu'Arsène, mon fils de 17 ans, a eu un petit devoir de philo là, en terminale la première semaine et on lui a dit c'est quoi le bonheur pour vous ? Il a répondu c'est être en mouvement aussi bien physiquement qu'intellectuellement. C'est ça qui m'enrichit. Et effectivement, j'ai envie de te dire c'est être en mouvement parce que j'ai la chance de ne pas avoir de problème physique, j'ai la chance de pas avoir de problèmes mentaux. Enfin voilà, tout fonctionne bien d'un point de vue de la santé. Et j'ai la chance d'être en mouvement, d'apprendre, de faire des projets totalement différents. Et donc l'apprentissage, le mouvement fait que ça me correspond bien. Enfin... Et réussir sa vie pour toi, c'est quoi ? Je l'ai réussi, non ? Ah oui. Non, mais c'est quoi ? C'est se sentir bien, partager, échanger. C'est pas la réussite des magazines et c'est pas la réussite de la notoriété, pas du tout. Bien sûr que ça fait un bien fou à l'ego quand tu as un journal qui te publie, quand tu reçois un prix, bien évidemment, hein, je vais pas faire jouer la fausse modeste et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Mais à la fois, ça rassure les clients, ça t'en fait pas gagner. Ah oui, pas du tout. Ouais. Ça t'en fait pas gagner et à la fois, ouais, ça te fait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? La santé, j'ai envie de te dire en premier, hein, parce que forcément je pense à mon homme, d'avoir encore plein de projets, mais de me laisser quelques petits temps libres pour pouvoir voyager, profiter, et pas forcément se stresser avec le boulot. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Ouais, déjà c'est pas mal. Et une conjoncture économique un peu meilleure. J'ai envie de te dire, peut-être que personne n'en parle ou peut-être que tout le monde en parle, j'en sais rien. Mais il y a un dicton qui dit quand le bâtiment va, tout va. Et dans le boulot, c'est vraiment vrai. Et on a senti une vraie crise, qui nous a pas touché personnellement, mais de la déco, de l'archi, de la construction, il y a les 6 derniers mois. Nous, ça a toujours bien marché, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de frileux dans l'air, les gens qui n'osent plus investir, etc. Et on sait que dans notre métier, on a un respect de fou pour toutes ces entreprises qui bossent et voir des gens qui déposent le bilan, voir des gens qui s'arrêtent,
voir des gens qui n'ont plus de boulot, alors qu'on fait vivre des familles entières. Je dis moi, mais grâce à nos maîtres d'ouvrage qui financent leurs projets, etc. Mais je trouve ça tellement important que... Allez la France, quoi. Non. Allez les Bleus. Ouais. Tu as parlé que tu avais un style très masculin, mais est-ce qu'il y a un objet, un bijou qui t'ancre dans ta féminité? Mon poisson porte-bonheur. Ton poisson porte-bonheur. Ouais. Je l'ai toujours avec moi, mais H24. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? Il y en a beaucoup. Tu peux donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Ma grand-mère était une grande chienne de garde, féministe, copine de Gisèle Halimi, de Simone Veil. Donc forcément, elles m'ont inspirée. Ma grand-mère était une grande inspiration pour moi. Elle m'a appris la tolérance, elle m'a appris plein de choses. Enfin, voilà, elle a réussi en tout cas. Elle m'a appris plein de choses qui m'ont forgée dans ce que je suis aujourd'hui. Donc, je dirais ma grand-mère, grâce à ses rencontres et ses amitiés. Après, ouais, non, il y a plein de femmes que j'admire totalement, que je trouve très étonnantes et à la fois, pour certaines que je ne connais pas bien, et à la fois je me méfie dans le sens où on a ce côté un peu idyllique du réseau social, où il faut toujours montrer ce qui est formidable. Et on n'a jamais le droit de dire. Et c'est marrant parce qu'il y a un copain qui me disait il n'y a pas longtemps, ce que j'aime bien sur ton Insta, c'est que parfois tu dis que ça va pas, et en fait ça fait du bien, les gens qui disent que de temps en temps ça va pas parce que t'es pas une surwoman. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que je trouve que d'avoir un message positif, c'est super important, mais à la fois, on a le droit de dire quand ça va pas, et on va pas toujours bien, et c'est normal. Ce qui veut pas dire qu'on va s'effondrer. J'ai un caractère ultra positif, dont je me relève systématiquement, mais donc il y a des femmes que je trouve formidables, mais je ne sais pas en fait si leur Insta ne me fait pas... je trouve ça génial, ces femmes qui sont dans une vie active. Enfin, toutes celles qui défendent la cause des femmes, je les trouve super. Enfin, je pourrais t'en citer des tonnes. Et non pas parce que je suis une féministe convaincue, parce que je mets beaucoup d'eau dans mon vin, même si j'ai été élevée par des femmes extrêmement féministes, où j'ai été sur... les défilés de la Gay Pride, parce que ma mère est homo, et donc les défilés de la Gay Pride quand j'étais très très jeune, donc je sais ce que c'est que je sais ce que c'est que pouvoir être féministe, mais être féministe aujourd'hui, je me sens pas vraiment en adéquation avec les jeunes femmes aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a des revendications que je comprends pas vraiment. Tu vois, mais je pense que ma fille m'apprendra à les apprendre, ces revendications. Si tu étais un matériau de construction, lequel serais-tu? Je pense que je serais le bois. Parce que pour avoir un bois avec une texture et une matière intéressante, il faut avoir, comme le bon vin, il faut vieillir. Donc je serais un morceau d'olivier. Si tu étais un bâtiment à Paris? Si j'étais un bâtiment à Paris, je crois que je serais le Louvre. Pas le côté moderne de la pyramide, que j'aime beaucoup, hein, mais tout le côté art décoratif, etc. Je trouve que c'est... encore une fois, hein, je m'y promène souvent avec mon chien, mais je trouve que c'est hallucinamment imposant. C'est-à-dire que tu regardes le Louvre, les arts déco, et tu te dis, on a su construire des choses comme ça à l'époque. Voilà. On saurait pu construire aujourd'hui pour des questions économiques, mais aussi de savoir-faire. Il y a de moins en moins d'artisans. Il y en a, évidemment. Il y a de moins en moins d'artisans qui savent faire, qui savent être tailleurs de pierre, qui savent construire de cette façon-là. Et je me sens très bien quand je suis près du Louvre. Si tu étais un bâtiment dans le monde? Je serais peut-être, je sais pas, peut-être le Colisée à Rome. Parce qu'à la fois, ça t'inspire des espèces de batailles et de confrontations de gens. Et tu sens qu'il y a une espèce de violence dans celui-là. Non pas que je sois quelqu'un de violent, mais de combat, en fait. De combat. À la fois une architecture qui est assez magnifique. En fait, une architecture qui est
pérenne, parce qu'il y a une partie du Colisée qui est toujours là et qui tient malgré les siècles. J'aime la pierre. Je sais pas, je serais un de ces bâtiments. Plein de force. Ouais, plein de force. Si tu étais l'un de tes 5 sens, Difficile. J'adore manger, donc j'avais envie de te dire le goût. Mais à la fois, si j'avais pas d'yeux, ça serait compliqué. Si j'avais pas d'oreilles, je pourrais pas écouter les autres, mais je pourrais les voir. Ah non, c'est très très compliqué. Non, les yeux pour un archi. oui. Ça serait... Et enfin, si tu étais une émotion. Ce serait la joie. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi. C'est un moment très agréable. Pareillement, c'est partagé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans le juste rythme. J'espère que cet épisode vous a offert un souffle, un sourire ou une idée à glisser dans votre quotidien pour avancer un peu plus à votre rythme. Si cet échange vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme préférée. Laissez un commentaire, c'est ce qui permet au podcast de rayonner. Pour découvrir d'autres épisodes ou me contacter, rendez-vous sur le juste rythme. Et si une femme inspirante vous vient à l'esprit, écrivez-moi, vous pourrez être ma prochaine invitée. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de votre cœur, de votre corps et de votre tête.